Faut-il interdire la fessée? Après plusieurs tentatives de faire voter en France une loi pour interdire la fessée, la gifle et tous les châtiments corporels sur les enfants, une nouvelle proposition de loi est soumise aujourd'hui à l'Assemblée. Les réactions sur le sujet sont très nuancées dans les familles et dans le monde politique. Alors pourquoi une loi? Dans les pays qui interdisent la fessée, quel bilan tire-t-il de cette loi? Est-ce utile? Est-ce le rôle de l'État de légiférer sur les liens familiaux? C'est d'ailleurs le sens de la question qu'on vous a posée sur Twitter. Et vous êtes nombreux à avoir voté. Est-ce que c'est à l'État d'interdire la fessée? Vous êtes 90% à répondre non et 10% à répondre oui. Pour entrer dans le débat, je vous propose qu'on écoute les propos de l'eurodéputé du Rassemblement national, Nicolas Bay. Il était sur France Info ce matin pour commenter cette proposition de loi pour interdire la fessée. Écoutez son propos. Elle me semble un peu déraisonnable parce qu'il y a ce qui relève de l'éducation, de la liberté des parents dans l'éducation de leurs enfants. Évidemment, il faut se prémunir et prévoir dans la loi la condamnation très ferme de la violence physique. Et on sait très bien qu'il y a des enfants qui sont maltraités dans notre pays. Et évidemment, il faut être très attentif à ce phénomène. Mais je crois qu'aller faire de l'ingérence dans l'éducation en allant aussi loin, je pense que c'est une erreur. Bonjour Agnès Leclerc. Bonjour Ariane. Vous êtes journaliste au service Société du Figaro, spécialisée sur les questions d'éducation. Alors Agnès, expliquez-nous cette proposition de loi contre les violences éducatives ordinaires, c'est le terme exact, qui est initiée par la députée Modem Maude Petit. Donc c'est examiné aujourd'hui à l'Assemblée nationale. De quelle violence s'agit-il? Expliquez-nous. Alors, c'est un texte qui entend garantir aux enfants une éducation sans violence. Donc violence qui serait interdite aux parents. Par violence, le texte entend violence physique et psychologique. Donc ça peut être claque, fessée, tape, châtiment corporel, mais aussi insulte, humiliation verbale. Le texte mélange les deux en fait. Tout est compris dans ce projet, tout est un peu mélangé. Cela dit, le texte ne prévoit pas de sanctions pénales. Oui, alors c'est exactement ce que j'allais vous demander. Quel est l'intérêt du coup? Pas de sanctions. Pas de sanction. C'est interdit, mais il n'y a pas de sanction. Non. En fait, ce que dit Maude Petit, l'auteur de cette proposition, c'est que c'est un texte avant tout symbolique qui marque une interdiction forte, sociétale, et aussi à visée pédagogique, pour apprendre aux parents qu'il ne faut pas frapper leurs enfants, que ce n'est pas un moyen de les éduquer. Mais Agnès, il existe déjà des sanctions prévues dans le code pénal contre les violences faites aux enfants? Oui, bien sûr. Les violences contre les enfants peuvent déjà être condamnées devant les tribunaux, mais en jurisprudence... Ce qui est considéré comme maltraitance, en tout cas. Oui, ce qui est considéré comme maltraitance, donc violence, on va dire, grave. Mais devant les tribunaux, il y a eu des décisions qui accordaient un droit de correction aux parents s'il était proportionné. Ce droit peut être donc invoqué en justice et c'est avant tout ça ce que vise ce texte de loi. C'est de remettre en cause ce droit de correction. Donc là, c'est juste, vous le disiez, une loi donc sans sanction qui vise à sensibiliser. Est-ce qu'à terme, ça pourrait être répréhensible de façon plus conséquente, c'est-à-dire est-ce qu'on peut être coupable avec une amende voilà. Est-ce que ça pourrait aller jusque-là? C'est vraiment pas l'intention de l'auteur du texte. Elle dit elle-même que pour que la loi soit vraiment efficace, il faudrait surtout qu'elle s'accompagne d'une campagne de sensibilisation sur une éducation plus bienveillante. Alors, bien évidemment, ça fait polémique sur le fait d'inscrire ce principe dans la loi. Cela dit, sur le fait que frapper son enfant n'a pas de valeur éducative, c'est quand même un message qui fait beaucoup plus consensus aujourd'hui. Et pour défendre le texte, son auteur s'appuie, et tous les défenseurs de l'interdiction de la fessée dans la loi, s'appuient sur les neurosciences en disant que tout ce qui est châtiment corporel
fessée, claque, a des répercussions négatives sur le développement de l'enfant. Quels sont les experts justement qui ont été consultés? Ce sont des experts scientifiques qui ont prouvé réellement les effets d'un châtiment sur les châtiments corporels. L'auteur du texte cite notamment une méta-étude, c'est-à-dire une étude qui analyse beaucoup d'études, 75 en l'occurrence, qui a été rendue publique en 2016, une méta-étude de l'université d'Austin au Texas, voilà, et qui prouve les dégâts que peuvent provoquer des châtiments corporels. Mais on est juste sur les coups. Voilà. L'autre intention de l'auteur du texte, c'est aussi d'envoyer un message sur la maltraitance. Elle estime que, en fait, cette violence éducative ordinaire, bon, le terme est un peu alambiqué, quoi, mais la fessée, en tout cas, ça peut être le premier stade de la maltraitance. Voilà, les partisans de l'interdiction de la fessée pensent qu'il y a un continuum, en fait, de la violence et que dans certains cas, ça peut mener à la maltraitance, si on ne met pas une limite. Alors, il y a beaucoup de réactions sur le Figaro.fr sur ce sujet. On salue Marie, Paola, Jean-Luc, Chrysos, Véronique, qui ont plein de questions et de réflexions à faire partager sur le sujet. En effet, c'est un sujet assez clivant et sur lesquels, à mon avis, on n'a pas fini de discuter, et c'est difficile de trancher. Oui, en effet, il y a cette limite entre vie privée quand même et l'État qui interfère dans les liens familiaux. Le fait que la fessée n'ait pas tellement de bienfaits éducatifs, il y a encore quelques défenseurs, mais ça fait plutôt consensus. Par contre, le fait d'inscrire son interdiction dans la loi, c'est beaucoup plus polémique. Merci beaucoup Agnès pour toutes ces précisions. En tout cas, cette proposition parlementaire est soutenue notamment par plusieurs ministres et notamment par Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle l'a affirmé sur France Info, c'était le 15 novembre. Écoutez. Oui, moi je soutiens cette proposition de loi pour interdire ce qu'on appelle les châtiments corporels ou les violences éducatives, parce que je crois qu'il n'y a aucune violence éducative, il n'y a pas de petite claque. Toute violence a des séquelles importantes, c'est maintenant démontré scientifiquement sur les enfants dans toute leur vie, y compris lorsqu'ils sont adultes. C'est ma position personnelle. Il n'y a pas encore de décision prise collectivement. Il n'y a pas encore de décision collective de la part du gouvernement, mais c'est ma position personnelle et je crois qu'en 2018, je ne vois pas qui pourrait défendre l'usage de la fessée et des violences ordinaire éducative. Bonjour docteur Lévy-Soussan. Bonjour. Vous êtes pédopsychiatre. Merci d'être avec nous sur ce plateau pour nous éclairer sur ce débat assez complexe. Est-ce qu'il est démontré scientifiquement que la fessée a des conséquences à long terme sur le développement psychique, comme vient de le dire Marlène Schiappa? Alors, je n'ai vu aucune étude par rapport à la fessée. Donc ça, c'est un premier point. Il y a une confusion totale par rapport à ce qu'est ce nouveau concept que personne ne connaissait auparavant de violence éducative ordinaire et ce qu'est la vraie maltraitance. C'est-à-dire confondre et amalgamer ce qu'il en est de la violence. On a déjà tout un arsenal de lois qui est déjà très difficile à faire appliquer en tant que tel, et quelque chose de l'ordre de l'éducatif. Donc cette loi va à l'encontre de la clarification des choses et a des effets totalement pervers en mettant sur le même rang la fessée et la secousse pour les enfants. Donc on est dans un champ confus et confusionnant qui a des effets pervers auprès des spécialistes de la question. Et vous pensez que ça va rendre plus confus l'esprit des parents aussi, dans leur attitude à adopter vis-à-vis des enfants? Ils ne sauront plus tellement comment Bien sûr, parce que si on délégitime, exactement, si on délégitime ce qu'il en est du registre éducatif, il n'y aura plus d'incarnation de l'autorité. Et je différencie alors totalement ce qu'il en est d'un acte éducatif parfois compliqué, où la fessée peut avoir un sens parce que c'est dans un contexte donné, et puis celle qui est précisément dans le registre de la maltraitance. Donc les présupposés de la loi qui dit que la fessée est le terreau de la maltraitance, c'est précisément le contraire. C'est la maltraitance qui est le terreau de la fessée. Donc la fessée peut être un symptôme de maltraitance, mais si en plus on isole ce symptôme en tant que tel et on dit c'est de la violence éducative ordinaire et ce n'est pas coupable de sanction, ben, on élimine tout le champ de la violence contre l'enfant. Et nos lois par rapport à la violence contre l'enfant, qui déjà on a du mal à les faire appliquer pour protéger l'enfant, seront encore plus difficiles à faire appliquer. Alors, il y a beaucoup de gens qui donnent des fessées à leurs enfants, en effet, qui n'ont pas forcément le sentiment de maltraiter leur enfant pour autant. Est-ce que le but d'une fessée, si ça n'est pas de faire mal, c'est quand même un acte punitif? Il y a quand même cette notion de punition, non? Pas forcément. Il y a des fessées qui ne sont pas
nocives en tout cas. Il y a des fessées qui, précisément en fonction du contexte, peuvent incarner une limite que l'enfant sait justement, qui pousse justement où est-ce que je vais par rapport à cette limite. Et cette fessée peut incarner justement une limite à ne pas dépasser, qui parfois reste unique dans la vie de l'enfant et qui a un véritable sens structurant par rapport à l'incarnation de la limite. Si on dénie cette asymétrie positionnelle entre les parents et les enfants, l'enfant va être déstructuré. Mais complètement, c'est-à-dire, mais c'est ce qui arrive en Suède, c'est-à-dire l'avantage de la Suède, c'est qu'ils font les erreurs avant nous. Donc, alors la Suède, on le précise, c'est un des premiers pays qui a adopté cette interdiction de la fessée et de toute forme de correction corporelle, on va dire. Tout à fait. Et donc la Suède a dénoncé les effets totalement pervers de cette loi-là, qui fait qu'à la fois des parents sont dénoncés à tort, à la fois les enfants deviennent intenables parce que ça devient des enfants rois, et en même temps, il y a une augmentation de la violence chez les enfants, de la consommation de tabac, d'alcool et d'enseignants chahutés par les enfants. Donc c'est un effet totalement pervers d'amalgamer ce qu'il en est de la violence au registre éducatif. Et je ne comprends pas le sens d'une loi qui va, là encore, comme souvent les lois en France à propos de l'enfant, vont à l'encontre de son intérêt. Alors, il y a une réaction que je vais prendre d'un internaute qui dit « Il ne faut pas interdire la fessée, mais éduquer les parents. La fessée n'est pas nécessaire. Comme toute violence, elle est d'abord un aveu d'impuissance, un manque d'imagination, un manque d'intelligence. » C'est un petit peu ambigu. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cette internaute ? C'est-à-dire que ce que moi, en tout cas, je constate lorsque les parents viennent nous voir où ils ont pu faire ça, ils vont tenter de trouver des mots, parce que parfois, quand c'est un passage à l'acte, ça court-circuite les mots, donc ils vont essayer de trouver un sens à ce débordement, et quel parent n'a pas été débordé ? Et à ce moment-là, ils vont venir, ils vont se culpabiliser, puis on va essayer de trouver du sens à cela. Alors que les parents qui font ça dans un registre de maltraitance, cette loi est totalement inutile. Et ils ne seront pas concernés par cette loi parce que ce qu'ils font est beaucoup plus grave. Donc mettre sur le même plan ce qu'il en est de la secousse avec ce qu'il en est de la gifle et de la fessée, ça n'a rien à voir. Donc au contraire, on va leur dire, ils vont se défendre en disant non, finalement je ne fais que de la violence éducative ordinaire et donc pas de sanctions et pas de conséquences. Donc cette loi est gravissime, là encore, dans le champ de l'enfance. Et ça ne va absolument pas servir les professionnels de la protection de l'enfance que je suis pour ce genre de situation. Donc pour vous, les lois qui condamnent déjà la vraie maltraitance, qui existent, elles sont nécessaires, il faut rappeler qu'elles existent. Oui, et puis il faut les renforcer, il faut qu'il y ait plus d'experts. Déjà, on a du mal à les appliquer parce que le mot violence n'est pas prononcé dans les lois par rapport à la protection de l'enfance. Donc déjà, il y a un vrai tabou de la maltraitance de l'enfant et cette loi va en rajouter du côté de la banalisation de cette violence. Donc c'est totalement contre-productif et c'est à l'opposé de, une fois de plus, l'intérêt de l'enfant. Il y a ce commentaire de Stéphie là, sur le Figaro.fr aussi qui dit « Dans ce cas, ne devrait-on pas non plus interdire à un parent de donner un téléphone portable à son enfant de 3 ans dès 8h du matin ?» Bien sûr, mais cette symétrisation de la position de l'enfant par rapport aux parents, ce n'est pas rendre service à l'enfant. Bien sûr qu'il y a une asymétrie. Bien sûr que dans l'éducation, il y a des moments où le parent doit incarner la limite, doit recevoir la haine de l'enfant. Ça, c'est extrêmement structurant pour l'enfant. Si le parent se sent délégitimé dans cette position, à ce moment-là, il n'y aura plus de limite et à ce moment-là, oui, il y aura des conséquences pour l'enfant. Et toutes les études qui sont faites confondent ce qu'il en est de la violence contre l'enfant qui a des conséquences neurologiques et tout ce que vous voulez, et puis le registre éducatif. Et mettre les deux sur le même plan, c'est une ineptie. Alors, pour bien comprendre quand même ce que propose Maude Petit, cette députée MoDem du Val-de-Marne qui porte cette proposition de loi sur la fessée, je vous propose qu'on réécoute ce qu'elle disait la semaine dernière sur Europe 1 et on y revient juste après. Aujourd'hui, il est bien acté qu'on ne frappe pas une femme. Quand on remonte aux années 70, on pouvait faire un micro-trottoir et interroger des hommes en couple et leur demander si de temps en temps il leur arrivait de frapper leur compagne. Et ils répondaient avec un grand sourire, je me souviens avoir vu des vidéos, en disant « Oh, une petite claque, une petite tape pour lui remettre les idées en place, ça fait pas de mal ». 40 ans après, qui oserait dire la même chose ? On est dans le même cas de figure. François de Singly, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, vous êtes spécialiste de la famille. Est-ce que vous partagez cette observation de Maude Petit qu'on vient d'entendre, qui compare l'attitude vis-à-vis des femmes dans les années 70 et celle vis-à-vis des enfants qu'on peut avoir aujourd'hui ? Oui, déjà même on pourrait prendre l'exemple de l'école pour les enfants. Je veux dire, à ma connaissance, la violence physique est interdite dans l'école alors qu'elle a été structurante pendant des décennies. Moi, je pense qu'il faut surtout, par rapport à la question que vous avez posée d'ailleurs
à vos lecteurs. Sur la question. Non, mais ce qui est normal, mais il faut le resituer. C'est comme ça tombe pas comme ça une loi, hein, même si elle n'est pas forcément bien faite. L'État est intervenu depuis le 19e siècle, 1889, 1898. C'est déjà des lois pour limiter, alors pas pour interdire, mais pour limiter le droit de correction paternelle. Et une série d'arguments qu'on entend aujourd'hui étaient exactement les mêmes déjà le 19e, de rendre délégitimer le pouvoir. Alors on disait que les pères, hein, maintenant on met père et mère parce qu'on fait parents, mais c'était la même chose, c'est-à-dire c'est une nécessité puisqu'il y a un rapport inégal qui est des moyens d'expression de cette inégalité qui serait cette violence physique. Et donc si on reprend toute l'histoire, on a comme ça depuis le 19e une inquiétude. Il y a deux mouvements. Croissante quand même, croissante sur cette question. Pourquoi? Est-ce que ça correspond à aussi des violences croissantes sur les enfants? Est-ce qu'on peut dire ça? Qu'aujourd'hui on est plus violent avec nos enfants qu'on l'était à l'époque? Non, mais ça c'est normal, puisque notre degré de sensibilité, on va beaucoup plus souvent au dentiste aujourd'hui qu'au 19e siècle, parce qu'en fait, on est rendu sensible à cette question. Donc dès qu'on est rendu sensible à une question, et plus on est rendu sensible à cette question, plus le moindre comportement devient, on a quelque chose qui nous surprend. Par exemple, quand dans les entretiens sur les parents qui, à un moment donné, donnent une gifle, ils ne vont pas dire que c'est forcément ni éducatif, ni quoi que ce soit, vont dire ce soir j'étais fatigué, je n'ai pas pu faire autrement, etc. Donc ce n'est pas forcément un acte légitime aux yeux même de ceux qui le donnent. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que ce n'est pas tout d'un coup illégitime que l'État intervienne. L'État est intervenu historiquement depuis, j'allais dire, des siècles. On oublie que la prise de la Bastille, dans la Bastille, c'est les fils qui sont emprisonnés par la demande des pères au roi. Donc pas de nostalgie. Je veux dire, l'État est toujours intervenu dans le fonctionnement de la famille. Alors après, on peut le contester. La question est jusqu'où est-ce que l'État peut aller? Oui, quand même. Il y aura bien une limite dans cette intervention et dans cette par rapport à ça, ce qui, moi, me semble problématique dans la loi, c'est le passage de violence physique, qu'on peut coder fessée et gifle, hein, je veux dire, à violence corporelle, disons, au fait qu'il y ait une extension, c'est-à-dire si dans un mouvement de colère on dit 2-3 mots de trop, etc., ça soit quelque chose qui soit du même ordre. Et donc le continuum pour étendre, comme s'il fallait montrer que presque tous les parents étaient violents, il y a un petit côté comme ça, en fait on risque par excès, de rendre complètement inutile la loi, alors que normalement, d'ailleurs, si vous étudiez tous les discours et tout, ils renvoient, y compris dans la loi, les travaux portent sur la violence corporelle. Donc ne mêlons pas des actes psychologiques. Pour l'instant, je pense qu'il faudrait faire une loi sur exclusivement les actes corporels, ça serait déjà bien. Alors ce qui est intéressant en tout cas avec cette loi, c'est qu'elle remet dans le débat public une interrogation sur l'autorité finalement, l'autorité parentale, la manière d'affirmer son autorité sur les enfants. De quelle façon est-ce qu'elle a évolué et les pratiques qui vont avec ces dernières années, cette notion d'autorité et du rapport du parent avec l'enfant? Elle a été déstabilisée dès la Révolution française, toujours se resituer dans l'histoire. On a interdit par les textes le fait que le père ne pouvait plus choisir ses héritiers et déshériter des enfants. Repensez à l'affaire de Johnny, c'est pour ça que ça se passe aux États-Unis, parce qu'en France, ça serait un scandale. Et donc, par rapport à ça, dès le départ, on a le sentiment qu'il faut limiter le pouvoir des parents pour que les enfants deviennent aussi eux-mêmes. Alors, ça s'est accéléré incontestablement du 19e jusqu'aux années 60, lorsqu'on est passé à une éducation, disons pour symboliser à Françoise Dolto, dans lequel on pense que l'enfant, pour être éduqué, n'a pas d'abord à être
réprimé dans sa nature sauvage et donc être civilisé d'une certaine façon, et doit au contraire laisser exprimer l'identité qui est cachée au fond de lui. Donc la logique est passée progressivement d'un parent qui avait un droit de répression d'une certaine façon, enfin de coercition, à un parent accompagnateur dans le développement de l'enfant. Donc il y a une accélération depuis les années 60. Depuis les années 60, peut-être depuis mai 68. Peut-être que la façon dont vous avez été élevé quand vous étiez petit n'est pas tout à fait la même que celle que les très jeunes parents appliquent aujourd'hui. Vous avez raison. Ça, 68. Oui. C'est pas là qu'il y a aussi 68 une rupture, était, vous le savez aussi, n'a pas été un mouvement de libération des femmes, c'est venu 2-3 ans après, était un rapport de contestation à l'autorité. Ce qu'on voit, c'est que même dans les pays où il n'y a pas eu, dans les pays occidentaux, il n'y a pas eu 68, il y a eu ce mouvement parce qu'on croit que 68 tombe. Là, c'est un mouvement de plus pour essayer de rendre légitime. Et d'ailleurs, le texte le dit bien, il faut que... Avant, on pouvait dire, c'est moi le père, tais-toi, en tant que père. Aujourd'hui, on pense qu'un père ou une mère, c'est le sens un peu de la loi, il peut être légitime à la condition d'avoir un certain degré de compétence. Il n'est pas naturellement compétent à être père ou à être mère. Alors, dernière question, avant qu'on passe au débat. Est-ce que vous pensez que les Français sont prêts à ce qu'on interdise par la loi ces châtiments corporels, gifles, fessées, envers les enfants? Vous pensez que les Français aujourd'hui sont prêts à cela? Alors, l'ambiguïté, quand on pose la question, c'est parce qu'il y a justement le problème. Est-ce qu'on est prêt à ce que la loi intervienne, l'État intervienne dans notre vie privée? Et est-ce qu'on est d'accord sur le problème de l'interdiction de la fessée? La question... C'est normal qu'elle soit posée. 70% des Français sont opposés à l'interdiction de la fessée. Ce sont oui, mais dans une loi menée en 2015 qui l'ont attesté. Alors, parce qu'une autre ambiguïté, c'est que là, sur les enfants, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de lois. Et par ailleurs, dans les relations conjugales, par exemple, l'union libre est considérée comme équivalente au mariage et tout. Et donc, on considère que l'État a moins à intervenir. Donc, on a un mouvement de moindre intervention du point de vue de la relation homme-femme, par certains côtés, en tout cas dans la vie conjugale, et bizarrement, l'impression qu'on resserre les boulons plus dans des interdictions au niveau de la loi de l'enfant. Donc, il y a une chose aussi un peu difficile à comprendre dans ce mouvement contradictoire. Merci pour ces précisions sociologiques, ces observations. Je vous propose qu'on écoute l'avis de Fabien Di Filippo. Il est député LR de Moselle et voici ce qu'il disait lors de l'examen de la proposition de loi sur ces fameuses violences éducatives. C'était le 21 novembre dernier. Écoutez. J'ai envie de vous dire, quid de l'autorité dans notre société? Elle ne passe bien évidemment pas par les coups, mais vous allez bien plus loin avec ce texte. Ça a été dit tout à l'heure. Quand on met un enfant contre sa volonté en le contraignant physiquement au coin, est-ce que ça rentre dans le cadre de cette loi? Une tape sur la main, quand il a voulu mettre la main sur la plaque qui était un peu trop chaude, est-ce que c'est grave? Quand vous parlez de violence ordinaire, quand vous dites que notre société est gangrénée par la violence, je pense qu'il y a bien d'autres choses au préalable auxquelles vous pourriez vous attaquer de manière plus forte. Voilà, c'était Fabien Di Filippo, député LR de Moselle. Est-ce que vous êtes d'accord, tous autour de cette table réunie, pour la deuxième partie de ce débat avec ce qui vient d'être dit? Ce que je tiens à souligner, c'est que la violence n'est pas ordinaire. Donc déjà, il y a une contradiction dans les termes qui rend totalement confus le propos de cette loi. Soit on est dans le registre de la violence, soit on est dans le registre de l'éducation ordinaire, mais pas les deux. Donc, à force de confusionner ce champ, on ne sait plus ce qui relève de la violence et on ne sait plus ce qui relève du registre éducatif. Et deuxièmement, légiférer pour non pas donner un cadre au débordement, mais prescrire ce qu'il en est de l'intimité de la famille, c'est inacceptable. Mais ça a toujours été fait. Non, l'État sanctionne les débordements, pas la façon... En 1920, elle interdisait la contraception, la loi de 1920. C'était bien une intervention d'interdiction très claire. Donc je veux dire, l'État a continuellement, on peut être en désaccord avec telle ou telle intervention, l'État a passé son temps à intervenir, y compris sous l'Ancien Régime, dans le fonctionnement de la famille. Et c'était légitime puisqu'il y avait un lien entre le roi et le père. Jusqu'où peut-il aller? Est-ce qu'il peut continuer comme ça à aller de plus en plus loin dans cette intervention? Non, c'est la question. Une des questions qui est posée, c'est qu'il y avait une harmonie, entre guillemets, naturelle entre le roi et le père, et Dieu le Père. C'est le système de l'Ancien Régime qui tenait bien.
Ici, ce qui se passe dans une société démocratique, c'est que le roi, officiellement, on a vu ce qu'il en est devenu de Jupiter, c'est qu'il décline très vite. Le roi, nous n'avons pas nécessairement la nostalgie du roi. 1. 2, c'est que, justement, le père relève-t-il d'une forme d'autorité démocratique ? C'est une des questions. Dès la Révolution française, la question est posée. Donc il y a, et c'est tout à fait légitime, toujours eu des opposants à ce que ça soit une autorité. Si c'est une autorité démocratique, il est légitime d'intervenir pour limiter les abus de l'autorité. Docteur Lévy-Soussan. Oui, à part que les abus de l'autorité sont du registre de la violence contre l'enfant et pas du registre éducatif. C'est-à-dire que là encore, la confusion, on la touche du doigt. C'est-à-dire que, et nos lois par rapport à la violence contre l'enfant, déjà nos lois actuelles, nous n'avons déjà pas l'arsenal suffisant et pas les applications suffisantes et pas le nombre d'experts suffisant et pas le nombre de juges pour enfants suffisant pour que les lois par rapport à la protection de l'enfance soient appliquées. Je rappelle que les lois sur la protection de l'enfance, le mot violence est prononcé 0 fois. Donc le vrai tabou concerne la violence, la vraie violence, avec secousses et tout ce que vous voulez, parce que là, ils mettent les secousses des enfants au même niveau que les gifles. Une secousse pour un enfant, ça peut lui sectionner la moelle épinière. On le met au même registre que la gifle. Donc déjà, c'est une vraie confusion. Donc déjà, qu'on améliore notre intervention dans le champ de la famille lorsqu'il y a un débordement et lorsque le cadre n'est pas respecté, mais dans le registre juste qui lui convient, qui est celui de la violence. Et une violence n'est pas ordinaire. La violence, c'est ça que je n'ai pas compris. Ça n'est pas tout à fait au même niveau, c'est voilà, ça, exactement. que des violences. C'est-à-dire que l'AFC peut être dans l'histoire unique de l'enfant, peut être dans l'histoire unique parentale, ça peut être dans un moment de débordement parental, ça peut incarner une limite pour l'enfant que le parent va faire, et voilà, et ça ne fait pas le terreau de la maltraitance, c'est au contraire, c'est la maltraitance qui fait le terreau de la fessée. Et donc il y a des contradictions totales par rapport à la loi. Et moi aussi, alors je peux battre ma femme parce que je serais dans un état de débordement? Non, parce que battre la femme, il y a des lois pour ça par rapport à la violence. Et pourquoi un instituteur n'a pas le droit de donner la fessée? Pourquoi elle n'a pas le droit? Parce qu'une fois de plus, le cadre privé n'est pas la même chose que le cadre public, et le cadre public est encadré par des lois publiques. Le cadre privé, par rapport à un moment de débordement, très souvent, lorsque vous faites... je me souviens d'avoir fait une conférence devant des magistrats, et je parlais de ce sujet, c'est-à-dire qui a déjà reçu une fessée, qui a déjà reçu une gifle? 80 à 90% des gens ont levé le doigt. C'est arrivé une fois, 2 fois, ça a des effets structurants parce que parfois le parent incarne la limite et puis reprend ensuite cet échec de la parole. C'est-à-dire qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas réussi à trouver les mots, je n'ai pas réussi et j'ai été débordé. Mais intervenir dans ce cadre-là, c'est un non-sens. Et je différencie une fois de plus cela dans un cadre de violence qui légitime la violence au quotidien, qui légitime des cruautés et des maltraitances pour les enfants. C'est exactement ce que disait Fabien Di Filippo qu'on vient d'entendre. Il y a bien d'autres au préalable questions auxquelles vous pourriez vous attaquer de manière plus forte. Ce que déplorent aussi les associations familiales qui s'opposent au texte pour certaines, enfin en tout cas qui n'aiment pas tellement ce texte, c'est qu'elles estiment que ce texte considère que les parents sont d'emblée considérés comme coupables. Voilà, comme s'ils étaient forcément fautifs parce qu'il y avait une claque qui leur échappait. Un sentiment qui va être largement renforcé probablement si cette loi passe. Le sentiment de culpabilité qu'éprouve un parent au moment où il donne une fessée, est-ce que cette loi en effet ne va pas encore plus... C'est ce que les Suédois... L'avantage de la Suède, c'est qu'ils ont déjà fait toutes les erreurs par rapport à la loi. Donc les psychiatres suédois et les associations justement de familles en Suède dénoncent totalement les effets pervers de cette loi, avec des enfants rois, des enfants qui sont livrés eux-mêmes, des parents dénoncés à tort et des élèves intenables en classe sans plus aucune limite, parce que du coup, ils sont totalement perdus dans leur repère par rapport à ce qui leur a structuré. Mais cela dit, la loi suédoise n'est pas tout à fait semblable à la loi... Alors, ils nous envient nos lois sur la protection de l'enfance, bon, à tort, enfin, ils ont raison et tort à la fois, parce qu'on pourrait améliorer nos lois sur la protection de l'enfance, mais ils ont bien vu le côté effet pervers, où il y a un amalgame de tout, et ce texte où on met violence à côté de ordinaire et d'à côté d'éducation, ça
ça met tout sur le même niveau. Et en plus, il n'y a pas de sanction pénale. C'est-à-dire, vous pouvez avoir quelqu'un qui fait de la violence physique. Vous parlez de la Suède. Non, je parle de la loi. France. De la loi. C'est-à-dire, dans le projet de loi, vous pouvez mettre gifle, pincement, projection, secousse, humiliation, culpabilisme, chantage, mensonge, et merci, au revoir, pas de sanction pénale. C'est-à-dire, on peut, parce que si tout cela, c'est un système familial, c'est de la violence. Mais là, on est bien au-delà de la loi anti-fessée. C'est de la violence. Mais en Suède, par exemple, pour bien comprendre, il y a des sanctions pénales qui sont... Qu'est-ce que ça change finalement, le système suédois, par rapport à ce que propose la France? Pourquoi est-ce qu'ils sont plus fermes là-dessus? C'est-à-dire qu'il y a des pénalités importantes. C'est-à-dire, eux, comme ils n'ont pas nos lois, comme ils nous envient nos lois par rapport à la protection de l'enfance, ils avaient rien au départ. Simplement, en mettant justement tout sur le même registre, c'est-à-dire exactement ce que fait la France, ils se sont rendus compte des effets pervers. Donc les violences ne diminuent pas. pas. Bien sûr. C'est que là, dans le décryptage, on a l'impression qu'on a, nous, justement, par rapport à la Suède, des lois sur la protection et que, etc., on nous envie d'une certaine façon. Ce qu'il faut quand même voir, c'est que ces lois de la protection, quand on relit les débats du 19e sur progressivement la mise en place de cette protection, c'est exactement les gens qui ont été contre avec les mêmes arguments, au nom de quoi, qu'est-ce que c'est que ça rend ça va limiter le pouvoir des parents. Moi, je pense très honnêtement, puisqu'on est aussi dans des expressions qui sont derrière savant, aussi des expressions communes, c'est vrai que ça, à la fois ça peut choquer et tout, en même temps, justement, penser que la légitimité du travail parental, ça peut être le droit de donner une fessée, me paraît quand même totalement... Alors justement, il est intéressant de voir ce qu'en pensent les internautes et les réactions de tous ceux qui nous écoutent. Julie Coulon-Profisi nous a rejoint, elle n'a pas encore pu l'entendre, mais il y a pas mal de réactions maintenant que le débat est bien monté. D'ailleurs, on parlait de l'exemple de la Suède et c'est Thiès qui pose la question sur le Figaro.fr. Comment font les pays voisins où les punitions corporelles ont été interdites ces dernières années pour contrôler ce qui est fait au sein du cercle familial, justement? Est-ce qu'il y a Généralement, il n'y a pas de contrôle. Et ça a été interdit dans beaucoup de pays, 54 dans le monde, je crois, et 22 dans l'Union européenne. Donc il reste 5 pays dans l'Union européenne où il n'y a pas de loi pour interdire la fessée. Mais je ne pense pas qu'il y ait de contrôle chez les gens, de police de la fessée. D'accord. Et c'est Gilles qui a une question intéressante. Est-on capable de mesurer l'impact qu'a cette pratique sur le développement psychologique de l'enfant ? Non, si on prend l'exemple de la fessée en tant que telle, et je ne parle pas des violences systématiques, etc., il n'y a strictement rien sur la fessée en tant que telle. Et pour cause. C'est quelque chose qui peut être ponctuel, c'est quelque chose qui peut être accidentel, ça arrive une fois et pas plus. Et je différencie... Pendant vos consultations, vous n'avez jamais affaire à des enfants qui ont pu être traumatisés de façon importante par ce genre d'attitude? Précisément, j'ai à la fois des consultations, si je puis dire, de tout venant, où on peut reprendre avec les parents le registre de la gifle, qu'est-ce que ça a eu comme sens, et là on reprend dans quelque chose qui a un sens pour l'enfant. Donc ça c'est le registre, si je puis dire, du quotidien de tous les parents qui peuvent être débordés à un moment donné, qui peuvent effectivement faire cela. Et puis j'interviens aussi dans un registre en tant qu'expert nommé pour le juge pour enfants dans les cas de grave maltraitance. Et où là la gifle vient dans tout un système de violence contre l'enfant. Donc pour moi ce sont des registres totalement différents. C'est-à-dire, il y a un registre vraiment de la violence contre l'enfant qui est pour moi notre arsenal et de lois et de moyens est totalement pas assez suffisant pour mettre en place ce système-là. Et puis un registre, si je puis dire, éducatif de moments de débordement de la mère, où ça peut survenir dans un moment de débordement qui peut être repris par l'enfant par rapport à une question de limite, et puis qu'ensuite l'enfant, ça va le structurer pour ça. Donc c'est pour ça que pour moi, mettre violence et ordinaire à côté, c'est un non-sens. On a bien compris. Julie, une autre réaction peut-être d'internautes, une question. Les internautes en général, sur le chat du Figaro, ils alertent sur l'amalgame qui peut être fait justement entre la fessée ponctuelle et la maltraitance, mais est-ce que c'est réellement une forme de maltraitance, même si, quand c'est ponctuel en fait? Non, précisément non. Ou alors, on ne sait plus ce que c'est que la maltraitance. Moi, je peux vous parler de ce que c'est que la maltraitance. En fait, la maltraitance, c'est-à-dire que l'idée, c'est de faire mal, c'est ça? Une fessée n'est pas forcément là pour faire mal, c'est ça que vous dites? Surtout, la maltraitance, c'est un système mis en place pour faire souffrir l'enfant. Donc ça, c'est inexcusable, inexcusé. Et là, bien sûr, il faut que le tiers intervienne au sens de la famille. Mais la maltraitance n'a aucune vertu éducative. Aucune. Définition. Vous n'avez pas le monopole de la définition de la maltraitance. C'est l'OMS qui l'a. Oui, toujours des rapports d'autorité, mais il n'y aura pas de sanction si je dis le contraire. Donc la maltraitance, on peut considérer
même ponctuellement, qu'il y a des actes de maltraitance. Je ne vois absolument pas. Et là, le parallèle que vous m'avez posé tout à l'heure par rapport à femmes, un certain nombre de femmes quittent leur mari dès le premier acte de violence physique. Elles ne vont pas dire c'est ponctuel, ce soir tu étais énervé, mais tout va bien et tout. Donc je veux dire, la maltraitance, il n'y a pas de légitimité, d'illégitimité à l'utiliser. La question, je reviens, pour moi, la critique du texte, c'est de mêler à la violence physique, fessée et gifle, de tous les autres actes d'attribution, d'adjectifs, on va dire, qu'on peut donner à l'enfant et tout. Je ne dis pas que ça ne puisse pas avoir d'effet, je ne vois pas pour la violence verbale, d'une certaine façon, ne peut pas être mis exactement au même niveau. Donc, pour moi, c'est plutôt à ce niveau-là que se situe le registre de la confusion. La confusion. Quand je reviens, quand le président de la République nous traite de Gaulois incapables de réforme, c'est perçu éventuellement, y compris par moi, comme une forme de violence verbale. C'est quand même pas du même ordre que les violences physiques pendant les manifestations. Je ne suis pas d'accord parce que précisément la violence verbale peut être beaucoup plus traumatique que la violence physique. Et là encore, dans le registre de la maltraitance et de la violence verbale par rapport à un enfant fait des dégâts bien plus importants que la violence physique. Donc là encore, parce qu'il s'agit du registre de la violence. Une femme qui part à la première gifle au premier coup, c'est du registre de la violence. Ensuite, tout dépend, une fois de plus, là encore, du contexte et du système mis en place. Mais par rapport à la violence verbale que je peux observer dans le cadre de la maltraitance que vivent les enfants, c'est beaucoup plus pernicieux et beaucoup plus pervers que la violence physique. Et les effets neurocognitifs de ces scènes d'humiliation à répétition et de perversion qui sont mises en place par le parent sont beaucoup plus traumatiques que la violence physique. Donc pour moi, le cut-off, c'est absolument pas violence physique, violence verbale, c'est violence en tant que telle. Agnès, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, mais il me semble quand même que dans l'évolution des pratiques, même si je crois qu'il y a 85% des Français qui disaient encore donner claque ou fessée à leur enfant avant l'âge de 5 ans, ça a quand même évolué par rapport à l'époque où les parents menaçaient de frapper au martinet. Il y a quand même une évolution sociétale et une tolérance beaucoup moins grande vis-à-vis de ce genre de pratiques, alors qu'il faut être beaucoup plus rude. Bien sûr, mais à partir du moment où effectivement c'est un système, c'est un problème. C'est-à-dire, on ne peut, à partir du moment où un système de violence est mis en place, c'est un problème. C'est pour ça que je différencie une fois de plus ce qui peut être ponctuel, avoir un sens et incarner la limite, sans justifier ce qu'il en est de la violence, du martinet et compagnie. Ça, c'est, Ce que demandent les associations familiales ou les familles aussi, c'est plutôt aussi des outils pour les aider à asseoir leur autorité sans d'avoir recours à des châtiments corporels. Alors, quelles sont les solutions proposées? Et pour Alors, ceux qui défendent la loi, ils disent que le non suffit. Un non ferme. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on ne frappe pas ou qu'on n'humilie pas qu'on laisse l'enfant tout faire. Il suffit de dire non de manière ferme, d'expliquer. Alors, est-ce que ça marche ou pas? Ça reste à voir. Si ça marchait, ça se sauverait. Non, mais par le non, il ne faut pas... Quand on dit non, on a quand même dans le registre des... Mais un enfant peut dire 6 fois non. Enfin, on peut dire 6 fois non à un enfant. Non, et mais continuer mais ce que je voulais dire, c'était agir. que c'est pour ça, moi aussi, je suis contre l'amalgame très général. Je veux dire, les enfants, nos enfants d'aujourd'hui, nos petits-enfants pour moi, mais nos enfants d'aujourd'hui, ils sont accros à regarder telle chose, etc. et tout. Donc, il y a quand même, par exemple, l'interdiction du feuilleton, je ne sais pas comment ils s'appellent ça quand c'est des petits-enfants, des séries et tout, et quelque chose qui est... il y a quand même un registre d'interdiction qui les touche sans qu'on ait besoin de violence physique. En fait, la question de fond, c'est est-ce que si on refuse, enfin si les parents ne donnent pas de fessée par principe à leurs enfants, est-ce que ça n'est pas le début d'un système où finalement dire non à l'enfant tout court devient impossible? En tout cas, c'est ce que dénonce la Suède. C'est-à-dire ce que dénonce la Suède avec leur interdiction de fessée, où ça a paralysé justement bon nombre de parents par rapport à ce qu'il en est du quotidien, ils se retrouvaient effectivement dans ce qu'on appelle la problématique de l'enfant roi. Et la problématique de l'enfant roi, c'est absolument pas rendre service à l'enfant. Et ils le retrouvent au niveau de l'adolescence, avec des adolescents sans limite, avec des problèmes de débordement scolaire en classe, etc. Parce que personne n'a incarné la limite. Et parfois, il y a une butée. Et que cette butée peut être effectivement physique,
et ça a un effet contenant important. Un adulte, quand il a de la violence par rapport à quelqu'un, on va l'envoyer en prison pour qu'il soit contenu. Donc quelque chose de contenant par rapport à un enfant, non pas la prison, mais par rapport à une limite incarnée par quelqu'un, oui, ça peut avoir du sens. Bon, l'exemple de la prison est très bon parce que c'est le meilleur moyen d'avoir de la récidive. Et quand vous parlez de la Suède, vous ne pouvez pas dire la Suède, parce que si la Suède était si d'accord avec ce que vous dites, elle réviserait la loi. Elle est largement... parce que les mauvaises lois, très souvent, elles restent. On l'a bien vu en France avec la loi de 2002 sur l'autorité parentale. Il faut l'accepter. C'est pour ça que vous faites bien de faire un débat. Il y a, on essaie de comprendre et de poser les problématiques telles qu'elles existent. Depuis le 19e siècle, il y a des désaccords sur les manières d'imposer de l'autorité. Une dernière question. J'aurais une dernière question posée par Verme qui dit... Est-ce que la fessée n'est pas le risque de faire passer la violence comme une forme d'autorité légitime ? En tout cas, cette loi, en parlant de violence éducative ordinaire, la légitime. C'est-à-dire le fait de faire une loi en tant que telle qui parle de violence ordinaire, ça légitime. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire les parents violents ? Parce que moi, je parle des parents violents. Ils vont dire « Ah ben non, tout ce que j'ai fait, secousses, gifles, pincements, tout ça, c'est de la violence ordinaire éducative. » Et oui, ça va... Pas de sanction pénale, donc oui, ça va légitimer ça. Mais donc c'est à l'inverse de ce qu'il faudrait faire. On peut dire qu'à l'inverse, il y a peut-être des affaires qui vont arriver devant les tribunaux où il y a des parents maltraitants qui auraient pu évoquer un droit de correction et là, ça leur sera refusé. Non, parce que la loi en tant que telle par rapport à des vraies maltraitances, on a déjà l'arsenal. Pas assez suffisant à mon sens, mais on a déjà les choses. Donc au contraire, ils vont passer par quelque chose d'éducatif et par rapport au fait que maintenant, grâce à votre loi, je ne vais pas avoir de sanction pénale. Donc c'est à l'opposé. Il faudra attendre de voir comment évolue la jurisprudence. Je vous propose qu'on termine cette émission par un petit quiz pour éclairer, pour continuer à explorer ce sujet, mais de façon peut-être un petit peu plus légère. Alors la première question, on a déjà un petit peu répondu. Quel est le premier pays à avoir interdit les châtiments corporels ? Est-ce que c'est la Suède, les États-Unis ou la Slovaquie? On y a un petit peu répondu. C'est donc la Suède. Je crois que. Apparemment. Je crois, voilà, c'était en 1979, la Suède qui a légiféré la première, suivie rapidement par ses voisins finlandais et norvégiens. Deuxième question, depuis quand est-il interdit d'employer des châtiments corporels à l'école en France? Vous l'avez rapidement évoqué tout à l'heure. Est-ce que c'est 1981, 1991, 1998? 81. Eh bien non, c'est 1991. C'est 1991, dans une circulaire de l'Éducation nationale du 6 juin 1991 précisément, qui a été modifiée par la suite, mais c'est depuis lors que les choses sont... Les gens pessimistes, comme certains, éventuellement autour de la table, diront que c'est le début de la fin de l'école. Mais c'est intéressant parce qu'il y a eu un cas l'année dernière d'une enseignante de maternelle qui a été jugée pour maltraitance et elle a invoqué un droit de correction devant le tribunal. Donc ce n'a pas été retenu et le tribunal a fait référence à cette circulaire de 1991. C'est vrai que ces problématiques reviennent beaucoup, la violence à l'école entre instituteurs et élèves et également dans l'autre sens, d'élèves à l'égard d'instituteurs. Est-ce que c'est lié? Est-ce que peut-être le déclin d'une autorité au niveau des instituteurs, en effet, ne sème pas un peu la confusion au niveau des élèves aussi? Bien sûr, les failles familiales se reflètent dans les failles institutionnelles de l'école, bien sûr. Je reviens par rapport au parallèle avec l'école. Un professeur, si on veut, c'est très difficile, il n'a pas énormément d'interdictions par rapport à l'enfant. C'est pour ça que pour moi, il est plus facile d'être quand même parent que d'être prof aujourd'hui, parce que les parents, ils tiennent le temps de loisir, peuvent interdire toutes les choses auxquelles tiennent les enfants. Donc vous êtes bien d'accord qu'ils peuvent interdire et qu'ils ont des moyens différents que les instituteurs. Le droit de punition n'est pas un droit de correction, c'est deux choses différentes. Et c'est tout le temps, on fait comme si punir serait quelque chose d'interdit dans l'éducation. Il n'est pas du tout. Les punitions sont évoquées, il me semble, dans l'exposé des motifs du texte qui va être examiné aujourd'hui. Parce qu'il amalgame tout, précisément. Dernière question pour vraiment que tout le monde se quitte en bons termes. Qui aime bien châtie bien? D'où vient ce proverbe? Est-ce que vous le savez? Qui aime bien châtie bien. Alors ce proverbe doit son origine aux philosophes stoïciens de l'ancienne Grèce qui émettaient cette opinion. Aimer et battre ne sont qu'une seule et même chose. On l'a notamment attribué à Socrate, ce proverbe. Et plus tard, les latins disaient « Cui bene amat, bene castigat », que nous avons traduit littéralement.
en français, qui aime bien, châtie bien. Merci à tous. Se méfie de la philosophie. Je ne suis pas sûre qu'on va relancer ce débat en fin d'émission. Merci en tout cas de votre participation à tous les trois. Merci Julie pour d'avoir relayé les questions des internautes et à tous les internautes qui ont participé. Tout de suite, c'est le talk présenté par Yves Tréhard qui reçoit Stanislas Guérini, qui est député de la République de Paris, de la République En Marche de Paris. À très vite sur Figaro Live.